Studio. Ok, je démute. Bonjour Madame Soudi et bonjour tout Bonjour, le ça monde. va? Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, professeur Erbani. Oui, bonjour madame, bonjour chers collègues. Donc ça me fait un grand plaisir de vous rencontrer dans cette conférence. Le plaisir est partagé. Merci. On est là, donc c'est bon. Le plaisir est pour nous. Si j'ai bien compris, on est tous issus du domaine de la formation et de l'enseignement. En effet. Absolument. Ouais. On n'est pas ici tous par hasard. C'est vrai que c'est un domaine qui est assez passionnant ou qui est très noble. Et je pense que à la fin, Complètement. ouais. Moi, personnellement, j'ai fait pas mal de choses avant d'intégrer l'enseignement. J'ai fait un revirement de 360 degrés. J'ai commencé par travailler dans les entreprises comme bon monde et après 12 ans, je soutiens mon doctorat et je passe à l'enseignement. Et donc, c'est vraiment un changement de carrière. Alhamdoulilah, je ne regrette pas. Et vous, est-ce que vous avez commencé dès le départ avec l'enseignement ou Pas du c'était un tout. Pas du revirement? tout. Pareil pour vous, Madame Soudi. Moi, j'étais dans le domaine des chiffres. Ah J'ai oui, dans les chiffres. Ma Bible était les chiffres. Je respirais les chiffres. Je jurais par les chiffres dans le conseil financier et stratégique. oui. Et du coup, un jour, il faut dire que l'enseignement nous invite à nous dire comment on pourrait partager notre savoir-faire, notre Exact. savoir, et comment justement on pourrait créer une certaine relève par la suite, là, un meilleur spectre de diffusion. Et avec ça, ça nous ouvre les yeux. Moi, après l'enseignement supérieur, j'ai commencé à toquer à la porte d'autres horizons. Voilà. Et là, je me retrouve en entrepreneuriat, je me retrouve avec mon propre cabinet de formation, en consulting. Et voilà. Et avec ça, je dirais, les horizons ne se limitent pas. Ah, effectivement, effectivement. Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien, très bien. Très bien. Il n'y a pas de décalage ni quoi que ce soit? Non, ça va, ça va. C'est bon. Des fois l'image est figée, mais pour quelques secondes. D'accord.
En fait, moi, c'est à travers l'ISCA aussi, on a beaucoup de formations continues et de formations professionnelles pour les grands comptes. Et ça me permet aussi de s'ouvrir sur ce volet-là, surtout que je suis habituée aux professionnels en fin de compte. Des fois, le fait de passer par l'entreprise nous permet d'avoir un langage qui est compréhensible par les gens de l'entreprise. Exactement, exactement, exactement. Moi, plus que ça, cette pandémie m'a poussée à faire quelque chose en fait, j'hésitais à faire. Je suis devenue youtubeuse. Ça fait un Ah, petit excellent, début. excellent, Oui, oui. En excellent. fait, je ne montre pas forcément mon visuel et tout, mais c'est surtout des cours en PowerPoint avec juste ma voix qui est derrière. En fait, j'avais commencé à faire ça pour les étudiants et je me suis rendu compte qu'une fois c'est D'accord. fait, ben pourquoi pas les diffuser à tout le monde. Et voilà. Alors qu'au début, j'étais très, très loin de me dire que je vais avoir une petite chaîne et l'alimenter en vidéo et essayer de partager. Donc, c'est vrai que quand on est dans la formation, c'est pas comme les autres domaines sur YouTube où vous avez beaucoup de suiveurs et beaucoup d'heures de vue. Mais alhamdoulilah, j'en suis contente, surtout quand je vois des feedbacks positifs. Je me dis au moins c'est ça. Et ça, si ça peut aider quelques personnes. Super, excellent. Et justement, je Mm. vois là que vous êtes pleinement dans le digital. Vous avez bien vécu toute la transformation digitale qui a Oui, effectivement qui est passée par là et qui est en train toujours de, je dirais, de laisser ses retombées. oui. En fait, là, je suis en train d'apprendre des Et choses encore une comme fois, des montages. excellent, En fait, excellent. quand on est sur un nouveau Et domaine, justement, encore dans le on digital, apprend de nouvelles. il y a plus de limites. Il n'y a plus de limites, voilà. Je suis encore devenue étudiante d'une nouvelle discipline et ça commence à me passionner parce que des petites choses qui permettent de faire monter des vidéos, de faire des petites animations, des choses qui étaient très, très loin de mon domaine d'activité en tout cas. Mm. Et moi, je dis que honneur au domaine de l'éducation, de la formation, parce qu'effectivement, ça nous ouvre les yeux sur plusieurs choses. Et c'est Mm. grâce à cela que, à mon humble avis, il y a plus d'horizon. Parce que dès qu'on atteint un horizon, tiens, on en découvre d'autres et Mm. d'autres et d'autres. Et on s'est encore de plus en plus challenging, de plus en plus, je dirais, révélateur de beaucoup de choses, beaucoup d'apports, aussi bien pour la population qui en bénéficie que pour soi-même. Vous l'avez bien dit, Effectivement, on reste l'éternel apprenant. Et ça oui, pourrait être que culturellement enrichissant et qu'effectivement, c'est profitable à tout le monde. oui, effectivement. Là, je pense que nous sommes en live à l'écran, donc je ne sais pas est-ce que ça a Ah, commencé ou pas encore, parce que je crois qu'il est diffusé déjà en live. ah, d'accord. Très bien, donc je vais appeler juste pour savoir. Très bien, donc on commence. Donc, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour animer ce webinaire qui se reporte à l'impact du digital sur l'enseignement. Donc, le digital qui se faisait à petits pas et puis finalement que la pandémie a mis en élan, du mal pour du bien.
un concours de circonstances, une optimisation de ressources, tant de facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui ce développement en exponentiel. En une année, il est passé d'un luxe inespéré pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'institutions à un instinct de survie. Ceci a touché tous les domaines d'activité, bien évidemment, y compris l'enseignement, la formation, l'éducation. Aujourd'hui, avec nos experts, nous sommes là pour en débattre. Donc, avec moi, M. Mounkachi Yassir, CEO et fondateur de Social Impulse, donc consultant formateur en digital. Madame Fatem Zahra Filali, consultante senior en leadership professionnel et en organisation. Monsieur Ahmed Agbani, professeur universitaire et enseignant-chercheur à l'INSET. Et dans pas longtemps, il y aura aussi Monsieur Adi Ben Khattab, qui est digital entrepreneur, consultant et formateur. Donc, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et l'idée, c'est de débattre par rapport à ce sujet qui est très important, que nous sommes en train de vivre et qui a pris beaucoup d'importance dans le secteur de l'enseignement, tant pour les étudiants que pour le corps professoral, que le corps administratif. Et donc, nous allons nous organiser comme suit. Nous allons faire un premier tour de table pour justement un partage d'expérience et de vécu. Et nous allons faire un deuxième tour de table où nous allons évaluer ce qui a été fait jusqu'à présent et voir quels étaient les points forts, les points peut-être pas faibles mais à améliorer et quelles sont les recommandations qu'on pourrait donner justement à travers notre expérience. Donc, je vais commencer par Madame Fatem Zahra Filali, qui, pour ouvrir le débat, va essayer de nous parler un peu du côté théorique et de la pertinence du changement dans le secteur de l'enseignement. À vous la parole, Madame Filali. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Soudi. Merci. Je tiens à remercier Toulouse Business School de cette invitation et de cette initiative pour pouvoir parler et débattre de l'impact du digital sur l'enseignement en temps de crise. C'est une excellente initiative. Et puis, j'aimerais aussi inviter toutes les personnes qui sont ici présentes et qui vont enrichir, j'en doute pas, ce débat-là au profit de cette thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois. Et puis justement, donc, moi j'aimerais bien commencer par tracer un petit topo global de contextualisation de cet impact digital sur l'enseignement. On sait très bien qu'on est là et qu'on vit, je dirais, pleinement cette transformation digitale. Et cette transformation-là qui est là et qui est venue pour transformer les habitudes de consommation. Mais là, on sait avec ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé surtout et avec beaucoup, je dirais, d'accentuation avec la période de crise sanitaire du Covid, là, on voit complètement que même l'enseignement, on voit que même le secteur de l'éducation n'a pas échappé à cette transformation digitale. Et que même la crise est venue juste pour accentuer justement cet impact-là et ces retombées qu'a le digital sur l'ensemble des secteurs. Et du coup, quand on parle de contextualisation, il y a lieu de cerner plusieurs aspects. Et comme vous l'avez si bien dit, Madame Soudi, à votre introduction, cette crise sanitaire, elle est là, cette révolution numérique, elle est là, mais essayons de prendre ceci comme un mal pour un bien. Et surtout quand on voit que cette crise sanitaire-là, elle a mis tout le monde, toute discipline confondue, tout secteur confondu, elle a mis dans une situation où tout le monde est sous un nouveau regard. Un regard, et on voit que le terme de nouveauté, il est bien présent. Et quand on parle de nouveauté, on ne peut pas, je dirais, négliger l'aspect innovation et l'aspect, effectivement, l'aspect d'adaptabilité à cette nouveauté. Et là, je dirais, on n'est plus dans un cas d'option, mais dans un cas d'obligation à pousser, à repenser et à pousser encore une fois les limites de l'innovation et de la créativité. Alors, pourquoi je dis que cet impact digital et cette crise sanitaire par rapport à l'enseignement, il faudra la voir comme un mal pour un bien, ben, il y a lieu de citer plusieurs avantages qui ont été tirés de cet impact digital et de cette crise sanitaire. Parmi les principales
je dirais, retombée que nous vivons actuellement, c'est le fait qu'on vive cette dynamique de conduite, de changement qui a été instaurée par ce changement, cet impact digital. Le secteur de l'enseignement, qui est un des secteurs vitaux, se retrouve lui aussi parmi les locomotives qui vont devoir hisser pas mal de nouveautés, qui vont devoir hisser, je dirais, le niveau de nouveaux mécanismes à mettre en place. Et c'est le niveau, ou bien le standard de l'apprentissage, de l'éducation auquel on s'est habitué jusqu'à présent. Donc, cette dynamique de conduite de changement d'un côté, il y a aussi je dirais, cet appel avec insistance, cet appel au fait de recréer ou de réinventer de nouveaux procédés éducatifs, de nouveaux procédés didactiques et de nouvelles choses innovatives qui sont là pour pouvoir instaurer ou bien pour pouvoir s'inscrire dans une courbe évolutive d'innovation, d'agilité et d'adaptation à tous les contours, je dirais, d'un environnement, d'un écosystème qui est en pleine mutation. Cette crise-là, cet impact digital sont bien présents avec leurs retombées, mais disons qu'un changement va devoir en créer un autre. Et du coup, ceci nous amène ou bien nous incite à repenser différemment la chose et à nous dire dans quelle mesure on pourrait en tirer profit, dans quelle mesure on pourrait instaurer de nouveaux mécanismes, de nouveaux procédés d'apprentissage profitables à tous, et dans quelle mesure on devrait mettre en place un nouveau modèle qui va devoir, encore une fois, tisser vers le haut le niveau éducatif marocain. Et là, je citerai parmi les derniers propos, citation du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Saïd Hamzazi, il disait que le modèle de l'école d'aujourd'hui, il sera amené à disparaître. Et justement, l'impact digital, il est bien présent. La crise sanitaire, elle est là pour pouvoir dire encore une fois, c'est vrai, on devrait repenser différemment les choses et on devrait s'inscrire dans une évolution positive en faveur de l'enseignement, du modèle éducatif au Maroc. Parmi aussi les avantages qu'on pourrait tirer de cet impact digital, c'est également le fait que, et surtout de la crise sanitaire, c'est que ça a permis, je dirais, plusieurs choses qui étaient peut-être pas aussi accessibles à la date d'aujourd'hui. Et je cite comme, en l'occurrence, quelques exemples, le taux d'équipement des maisons, surtout les zones rurales qui étaient malheureusement pas aussi bien équipées en ordinateur ou bien qui n'avaient pas cet accès facile à la connaissance ou bien à l'information ou bien à l'apprentissage. Même avec la crise sanitaire, alhamdoulilah, on a vécu des réactivités assez remarquables de la part je dirais, de l'ensemble je dirais, de l'écosystème, de l'ensemble, je dirais, des instances, de l'ensemble je dirais, il y avait une réactivité qui était très nette, aussi qui a été manifestée par le ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, on a instauré de nouveaux procédés d'apprentissage. Des procédés d'apprentissage, peut-être pas via ordinateur, mais via des capsules, des émissions télé qui se diffusaient au profit de toutes les populations, je dirais, scolarisées. Et là, effectivement, l'idée de dire on a donné plus d'accès. Et moi, j'appellerais ça plus d'aisance en matière d'universalité éducative. Et ceci au profit de l'augmentation du taux de digitalisation qui sera et qui est en train d'évoluer de façon progressive. Et je vais clôturer par un autre aspect qui, à mon sens, s'avère également positif, qui est tiré grâce à l'impact digital sur l'enseignement dans ce temps de crise-là, c'est le fait que, grâce à cette universalité éducative, grâce au fait de l'augmentation progressive des taux d'équipement des ménages, grâce à l'augmentation de digitalisation, grâce à l'ouverture à plusieurs populations scolarisées, l'ouverture
sur e-learning, distanciel, et pas d'autres choses, pour qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Grâce à ceci, il y a des avancées et des contributions en matière la population needs, le NP. Maintenant, il y a un grand regard. Tous les projets sont sur cette population-là. Qu'est-ce que j'entends par cet acronyme anglo-saxon NEET? C'est la population not in education, not in training. Une population jeune de 14 ou bien de 15 ans à 24 ans, et cette population-là est hors de la sphère de scolarisation, not in education, hors de la sphère de la formation professionnelle, population maintenant, et là je fais référence aux statistiques qui date du 20 janvier 2020, c'est tout été restitué ces études-là. C'est une étude qui est menée par l'ONDH, l'Observatoire national du développement, en collaboration avec l'UNICEF. Et qu'est-ce qu'il a révélé cette étude-là? Au Maroc, exactement sur les 6 millions de population jeunes, 15-24 ans, on a près de 28,5% de cette population de 6 millions qui est en situation de NEET. Et cette situation NEET, c'est une population qui est très alarmante et très, je dirais que c'est une vraie bombe à retardement. Et si on pense à la population NEET, on dit que c'est autour de 28,5% de la population jeune, on se rend compte qu'on est dans un chiffre qui avoisine le 1 000 jeunes en situation. Et ça veut dire que près de, si on voit les choses différemment, c'est presque un étudiant, un jeune sur 3 de cette population jeune se retrouve en situation NEET. Et grâce au fait qu'il y ait plus d'accès au digital, qu'il y ait plus d'accès à l'apprentissage, à la formation, je dirais, à l'éducation, et qu'il y ait plus, je dirais, de facilité à accéder aux cours malgré les contraintes sanitaires, je dirais que ceci va contribuer favorablement à la baisse progressive de cette population NEET, qui, encore une fois, est une vraie bombe à retardement. Et si ce n'est que ça, c'est une des grandes retombées positives de l'impact digital sur l'enseignement de façon générale. Je vais à votre question, Madame Soudi. Très bien, merci beaucoup Madame Filali pour votre intervention très enrichissante. Donc, vous avez commencé par mettre le point sur l'innovation pédagogique et tout le chantier de conduite de changement qui est derrière et qui s'est fait de façon miracle en fin de compte parce que à la fin, c'était plus tenu par la pandémie elle-même parce qu'elle nous a contraints à ce changement qui aujourd'hui, alhamdoulilah, il est positif. Vous avez parlé de recréer de nouveaux procédés éducatifs et d'apprentissage, de mettre en place un nouveau modèle d'enseignement qui pourrait finalement améliorer notre système éducatif et que finalement, on a eu un taux d'équipement de maison qui s'est développé, ce qui a donné plus d'aisance en matière d'universalité éducative. Vous avez mis l'accent sur un point qui fait mal, qui est la population NEET, et que malheureusement, nous sommes au Maroc très mal positionnés par rapport à cette population qui finalement représente 6 millions de jeunes entre 15 et 24 ans, dont 28,5% sont complètement dans le NEET. Le fait d'associer les organisations non gouvernementales, de mettre une sensibilisation autour, permettrait en fin de compte d'insérer un jeune sur 3 qui aujourd'hui il est NEET et demain pourrait éventuellement être une bombe à retardement. Et pourquoi pas dire que le passage au digital, il ouvre également les portes de l'enseignement à un public qui n'aurait ni les moyens ni la possibilité d'en bénéficier autrement. Merci beaucoup, Madame Filali, pour votre intervention. Donc, sans plus tarder, nous allons voir l'intervention de professeur Herbani. Donc, vous êtes professeur à l'ENSET, vous avez une population qui est assez conséquente. Et comment l'ENSET a pu vivre justement cette digitalisation de l'enseignement? Est-ce qu'à votre avis,
cette digitalisation est un succès? Est-ce que vous avez vu que les feedbacks sont bons? Est-ce que les étudiants arrivent à suivre les cours à distance? À vous la parole, professeur Elben. Merci, Madame Soudi. Donc, merci à l'équipe d'organisation qui m'a invité à participer à cette conférence ou à ce webinaire. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez correctement et vous me recevez Oui, correctement. très, très bien. Très, très bien. Très bien, très bien. Donc, je commencerai par partager avec vous ma présentation. Donc, voilà, je suis professeur Ahmed Rabbani, donc enseignant-chercheur à l'École normale supérieure d'enseignement technique de Mohamedia, Université Hassan II de Casablanca. Donc, je vais essayer de vous présenter aujourd'hui l'impact du digital sur l'enseignement supérieur en temps de crise, et je parlerai beaucoup plus de l'expérience de l'Université Hassan II de Casablanca, parce que bon, l'ENSET, notre établissement, donc en fait partie. Donc, je parlerai au début du projet de développement de l'Université Hassan II, qu'est-ce qu'on a mis en place pour développer tout ce qui est numérique et comment on a résolu, disons, en partie le problème d'assurer la continuité de l'enseignement au cours de cette crise. Et puis, je parlerai un peu des différents usages possibles du numérique en formation et puis de la plateforme e-learning de l'Université Hassan II. Donc, comme vous savez, notre université, qu'on appelle actuellement l'Université Hassan II de Casablanca, d'abord, elle a été fondée, il y avait 12 universités au départ. Donc, la première a été fondée en 1915 à Casablanca. Et par la suite à Mohamedia. Donc, on parlait de 12 universités, l'Université Hassan II Casablanca et puis l'Université Hassan II Mohamedia. Maintenant, c'est en 2014 qu'il y avait la fusion des deux universités et c'est devenu une seule université, l'Université Hassan II de Casablanca, que vous connaissez actuellement. Donc, on est situé un peu sur différents campus, que ce soit au niveau, il y a le campus Mohamedia, il y a le campus de Aïnsla, le campus des hôpitaux, ce qu'on appelle le campus de Hassan Ain Chouk, et puis le campus Enara, et puis le campus Ben Msik. Et maintenant, il y a une extension pour aller sur le Ben Slimane. Donc, il y aura bientôt, Inch'Allah, notre campus, un nouveau campus pour accueillir pratiquement 10 000 étudiants sur le site de Ben Slimane sur une superficie aux alentours de 100 hectares. Donc, nous sommes déjà 19 établissements entre facultés et écoles supérieures. Donc, plus de 8 000 cours qui sont donnés chaque année. Puis, le nombre d'étudiants, normalement, les plateformes et le rythme de l'université est dimensionné pour 130 000 étudiants. Donc, actuellement, nous sommes aux alentours de 124 000 étudiants. Nous avons 124 000 étudiants. Le nombre d'enseignants entre les permanents et les vacataires est de 2500 enseignants et pratiquement 1000 personnes, personnel administratif. Alors, bien sûr, maintenant, on commence à parler de ce qu'on appelle la Smart Université. Donc, il ne suffit pas d'avoir juste une université comme ça, les bâtiments, les amphis et tout, mais c'est beaucoup plus. Il y a le côté Smart, il y a le côté université virtuelle que pratiquement toutes les universités marocaines sont en train de mettre en place. Donc, bien sûr, réussir l'enseignement numérique, surtout à distance, ça suppose qu'il faut avoir ce qu'on appelle une infrastructure physique. Donc, cette infrastructure physique, si on n'a pas cette infrastructure, on ne peut pas parler de l'enseignement numérique ou bien de l'enseignement à distance. Et donc, c'est sur cette infrastructure qu'il faut déployer au niveau de la couche 2 tout ce qui est applicatif. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va parler de tout ce qui est plateforme, tout ce qui est stockage, tout ce qui est archivage, tout ce qui est... Mais ça nécessite quand même une expérience utilisateur. Donc, il faut avoir une expérience utilisateur pour pouvoir réussir ce projet de la transformation digitale et de l'enseignement numérique et à distance au niveau de l'université. Et bien sûr, une fois qu'on a cette infrastructure, une fois qu'on a bien formé nos utilisateurs, qu'on a bien installé nos applications, tout ce qui est applicatif, là, il faut l'appliquer soit à l'enseignement, soit à la recherche, soit à l'administration. Et c'est grâce à toute cette infrastructure-là et cette architecture qu'on peut parler de ce qu'on appelle la gouvernance digitale. C'est à ce moment-là, on peut piloter les choses correctement, on peut avoir ce qu'on appelle des dashboards, et on peut parler de la qualité, on peut faire des audits, on peut communiquer correctement, etc. Donc, lorsqu'on a, avec l'arrivée de Madame Awa Khayar, la présidente de l'Université Hassan de Casablanca,
Donc, il y avait une stratégie qui a été établie. Donc, il fallait mettre en place des plateformes virtuelles intégrées pour pouvoir assurer, comme je viens de dire, tout ce qui est gouvernance digitale. Eh bien, il faut l'appliquer au niveau e-learning, mais il faut faire du e-learning maintenant. Il faut que les mentalités changent. Les enseignants sont appelés à innover au niveau pédagogique. Donc, il nous faut de l'innovation pédagogique. Ne serait-ce qu'en créant des classes virtuelles, en alimentant ces plateformes par des contenus interactifs, et puis pourquoi pas même penser à faire ce qu'on appelle des ELAB, des travaux pratiques à distance, et puis enseigner les langues aussi à distance. Et d'ailleurs, maintenant, avec la réforme du bachelor, nous sommes amenés à développer tout ce qui est soft skills. Donc, au niveau de recherche et développement, au niveau de l'université, nous avons même développé en interne une plateforme qu'on appelle Nebras. C'est cette plateforme qui nous permet de faire le suivi des publications, de la recherche scientifique, et donc pour bien sûr augmenter ou bien pour avoir des ranking et encourager ou bien développer le rayonnement de l'université, que ce soit au niveau national ou international. Il y a aussi au niveau de l'administration, maintenant, les universités, moi je parle beaucoup plus de l'université, il faut qu'on parle de ce qu'on appelle la e-administration, parce que maintenant, grâce à des coopérations que nous avons menées, par exemple avec l'Agence de développement digital ADD, donc nous avons mis en place ce qu'on appelle l'opérateur électronique, nous avons une plateforme de télétravail, une plateforme d'archivage. Les étudiants, maintenant on est en train de vraiment, il faut que le personnel et les étudiants soient capables de demander leurs documents en ligne, puis de renforcer par la suite tout ce qui est signature électronique pour pouvoir commander ou bien assurer des services à nos étudiants, à notre personnel au format électronique. Alors bien sûr, sans oublier tout ce qui est insertion des lauréats. Donc maintenant, il y a une plateforme qui a été développée qu'on appelle la plateforme Mahara, tout ce qui est e-portfolio. Donc on peut organiser des forums, etc. Donc tout ça, ça va encourager. Il faut que, peut-être, moi je considère que la crise du Covid, c'est, je dirais peut-être Dieu merci, parce que ça nous a permis d'avancer d'une manière assez rapide et de mettre en place les solutions nécessaires pour, c'est-à-dire dépasser cette crise du Covid. Alors, bien sûr, l'infrastructure dont je vous ai parlé un peu, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tous les établissements, ici les facs ou les écoles, sont reliés au site de la présidence, parce que nous avons deux sites, un site à Casablanca et un site à Mohammedia. Et donc, nous sommes reliés soit par des liens fibre optiques, soit par des antennes radio, et de telle manière à être reliés vers un réseau qu'on appelle le réseau Marwan. Donc, sur le slide suivant, je vais en parler, parce que c'est ça le réseau qui va permettre à tous nos étudiants de se connecter aux différentes plateformes qui sont installées sur le data center de l'université et de bénéficier surtout de la gratuité d'accès. C'est-à-dire nos étudiants maintenant, même s'ils ont zéro de solde sur leur téléphone, par exemple, ils peuvent toujours se connecter à la plateforme e-learning pour suivre les cours, passer les examens et ainsi de suite. Donc voilà, ce réseau Marwan, donc c'est un réseau qui a démarré normalement en 1998, on a commencé à l'exploiter à partir de 2000. Moi, je vous dis, ça fait 28 ans que je suis dans l'enseignement, donc j'ai intégré l'enseignement en 1992, et depuis, donc j'ai vécu un peu l'évolution de l'enseignement au niveau de notre université. Et donc, ce réseau, il a rendu un grand service, mais il est mal exploité en quelques parties parce que c'est un réseau national. Donc, toutes les universités sont connectées entre elles. Donc, toutes les universités marocaines, on est connectés et on est connecté vers l'international à travers deux passerelles, deux gateways de 10 gigabits par seconde chacune. Mais en tout cas, c'est un réseau qui nous offre un débit total de 36 gigabits par seconde, chose qui n'est pas facile, c'est-à-dire chose qui est très, très importante. Ça permet normalement à nos étudiants de bénéficier de pas mal de choses. Donc, les grilles de calcul pour les chercheurs, il y a un réseau normalement et du ROM pour les gens qui connaissent un peu le réseau sans fil et du ROM et tout ça. Tout ça, c'est permis, mais il est un peu peut-être mal exploité. En tout cas, lorsque on a voulu, avec l'arrivée de Madame la Présidente, donc il fallait, le projet de développement de l'université, il était axé principalement sur 3 axes, surtout la formation, la recherche et l'administration. Et une stratégie qui a été intitulée 5I, qui est l'internalisation, la e-gouvernance, l'innovation, l'insertion et puis l'inclusion.
Donc, lorsque je veux parler de l'internalisation, c'est-à-dire c'est l'ouverture sur le monde socio-professionnel et socio-économique, c'est la visibilité, l'attractivité et le rayonnement. Et puis, au niveau de notre université actuellement, nous avons 3400 étudiants étrangers qui viennent du monde entier pour continuer leurs études. Et ça fait partie du rayonnement de l'université, c'est très, très important. Alors, au niveau de la e-gouvernance, donc, on espère avoir une organisation à zéro papier, à dématérialiser tout ce qui est dossier et support papier, de telle manière à faciliter, à fluidifier la procédure administrative. Au niveau de l'innovation, donc, nous invitons nos enseignants et aussi nos étudiants à travers des appels à candidature pour innover au niveau pédagogique. Et puis, au niveau de l'insertion, donc, il y a des clubs et il y a même c'est-à-dire un site qui a été dédié à tout ce qui est entrepreneuriat, ce qu'on appelle le site Manfarouti. Il y a même un responsable sur ce site-là pour essayer de... Il y a ce qu'on appelle deux initiatives. Il y a le programme, ce qu'on appelle Salim, et le programme Yabda, qui permet aux étudiants et surtout aux doctorants et qui sont en fin de formation de créer, d'innover et de créer surtout les entreprises, donc de développer tout ce qui est entrepreneuriat. Et puis, au niveau inclusion, bien sûr, on essaie d'aider socialement des personnes qui rencontrent des difficultés et aussi de mettre en œuvre une multitude d'actions inclusives en faveur des personnes marginalisées ou bien souffrant d'un handicap. Donc voilà, nous avons, donc au niveau de la digitalisation de l'administration, il y a ce qu'on appelle l'espace numérique de travail. Donc les étudiants, bien les enseignants, nous avons ce qu'on appelle un compte institutionnel qui nous permet d'accéder à cet espace. Et donc je peux vous faire une démonstration. Par exemple, là, si je peux aller, pardon. Alors, donc, je peux aller sur UNIV-HEC, sur le portail de l'université. Et normalement, une fois qu'on accède à ce portail-là, on peut aller sur ce qu'on appelle l'espace numérique du travail. Et c'est dans cet espace-là que les étudiants peuvent avoir leurs notes, ils peuvent demander des attestations de scolarité, les enseignants peuvent avoir leur attestation de salaire, ils peuvent demander une attestation de travail. Donc, il y a plein de choses qui nous sommes en train de développer au niveau de l'université. Donc, je pense que vous m'avez dit le temps, le premier round, c'est aux alentours de 10 minutes. J'ai fait pratiquement 11 minutes 50 secondes. Donc, je vous rends la parole pour le deuxième round. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, professeur Bani, pour votre intervention très enrichissante. Ça nous rapproche de ce que l'université aujourd'hui a fait comme pas monstre et qu'elle continue à faire. La Smart Université, à travers l'infrastructure physique comme un premier pilier, par la suite l'applicatif et l'expérience utilisateur et finalement la gouvernance digitale. Donc, vous avez parlé d'e-learning, de recherche et développement à travers Nibras, de l'insertion des lauréats à travers Mahara ou encore de l'e-administration. Vous nous avez fait une petite démonstration du réseau et vous avez parlé du réseau Marwan qui, à votre avis, il est encore à développer parce que les possibilités dessus sont illimitées. En tout cas, je vous informe que dans le cadre de l'ISCAE, j'ai même participé à l'appel à projet de la CNRST et je suis avec vous sur un projet de Serious Game où justement c'est de l'enseignement tout en s'amusant avec des jeux et nous sommes en train de travailler sur ça avec l'université. Je vous remercie, professeur Elbani, pour votre intervention brillante et je passe à Monsieur Montachi. Monsieur Moulkachi, qui avait commencé les webinaires bien avant la pandémie. Dans le cadre de son cabinet Digital Impulse, il avait commencé à faire des webinaires, de la formation en ligne et la pandémie est venue justement pour conforter cette position qui était innovante sur le marché. Alors, Monsieur Moulkachi, comment ça a évolué à votre niveau? Est-ce que vous aviez déjà une longueur d'avance? Est-ce que la conduite du changement s'est faite plus facilement pour vous? Pouvez-vous partager avec nous votre expérience? Tout d'abord, merci à TBS, merci Madame Soudi. Je tiens juste à rappeler que j'interviens aussi au-delà des webinaires et au-delà de mon activité professionnelle. J'ai eu le plaisir d'intervenir sur des thématiques touchant le digital auprès de TBS depuis 2011.
Donc, ça fait une dizaine d'années que j'interviens à TBS sur du community management, sur de la stratégie digitale. Et je peux juste rendre hommage et remercier un petit peu toute l'équipe pédagogique avec laquelle j'ai travaillé et dire qu'en intervenant, on apprend, je pense, beaucoup aussi. Donc, intervenir, c'est donner et donner, c'est aussi recevoir. Donc, c'est un cercle vertueux. Et je tiens juste à remercier tout le monde pour toute l'énergie qui est mise dans cet établissement. Donc, toujours un plaisir de revenir pour un retour d'expérience, notamment sur cette crise de Covid-19 qui nous réunit ici sur Zoom et sur ses impacts positifs. J'ai traité ça sur un article. Je ne sais pas si je peux juste partager une slide. Bien Donc, sûr. une slide qui récapitule un petit peu le contexte actuelle, cette crise sanitaire qui dure, qui perdure et qui a du mal à passer. Donc, on espère tous qu'avec cette campagne de vaccination, qu'on va, Inch'Allah, revenir à la normale ou revenir. Mais même en revenant à la normale, je pense que cette crise va nous marquer, va marquer les esprits, va marquer l'enseignement, va marquer aussi l'entreprise d'une tâche, je pense, indélébile et qu'on va subir un petit peu ses conséquences sur le moyen et le long terme. Donc, juste pour partager ma slide, alors, c'est une slide de contexte. Donc, voilà, je pense que vous voyez mon écran. Donc, Oui. cette slide, elle vient après un article que j'avais publié sur l'Économiste et qui relatait un petit peu un contexte à distanciation sociale, c'est-à-dire au physique. Donc, à vous de choisir distanciation sociale ou physique. Moi, je l'appelle plutôt une nouvelle intelligence sociale que cette crise nous aurait appris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les impératifs de confinement, de couvre-feu, les impératifs sanitaires, l'état d'urgence, moi, je pense qu'on va développer des réflexes et qu'on va développer des automatismes et qu'on va développer des compétences nouvelles, que ce soit à l'échelle domestique ou à l'échelle de l'entreprise. Et ce contexte qui va perdurer au post-Covid-19 va impliquer des conséquences, on va dire, durables et qui vont marquer le monde de demain. Et justement, le monde de demain sera différent du monde d'hier et je pense que les choses ne vont plus se passer comme avant et que cette dynamique qui a été relatée par Madame Filali, justement, cette dynamique d'apprentissage, cette dynamique de travail, cette dynamique de télétravail, ces tendances qui ont vu le jour, qui se sont accélérées pendant cette crise sanitaires vont perdurer dans le temps, notamment le télétravail, le e-learning, les webinaires, les podcasts, les lives. Et je tiens juste à revenir vers une anecdote qui a été racontée pendant la crise, comme quoi la COVID-19 était le CDO de notre transformation digitale à l'échelle nationale. Donc, juste pour les néophytes et pour les étudiants qui nous suivent, CDO, c'est Chief Digital Officer. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de CDO, et que la crise était notre CDO attitré pour conduire, accélérer et donner un coup de fouet à notre transformation digitale. Donc, on a vu pendant cette crise l'émergence du télétravail, on a vu pendant cette crise l'émergence subite et même accélérée du e-learning. C'était obligé après tant d'hésitation. Donc, il faut dire que nous, on est dans le e-learning depuis plusieurs années et on avait beaucoup de réticences. On avait beaucoup de résistance, notamment au changement. On avait beaucoup de résistance par rapport à l'adoption d'outils d'apprentissage, de MOOC et de plateformes de e-learning par le plus grand nombre qui préféraient le physique, qui préféraient venir, peut-être certains viennent pour les pauses café aussi, mais bon, beaucoup viennent aussi pour se saluer, pour le contact réel, pour apprendre sur place, etc. Et cette crise-là a obligé tout le monde à minima tester le e-learning, prendre part à cette expérience et pourquoi pas l'adopter.
De l'autre côté, pour revenir à la question de Madame Soudi, on a juste après le déclenchement de la crise, c'est-à-dire vers le 15 mars dernier, on a lancé une série de webinaires gratuits. Cette série de webinaires qui a compris, on va dire, une trentaine de webinaires entre le mois de mars et le mois de juillet, était destinée aux professionnels pour justement sur des sujets allant du télétravail au collaboratif, aux outils. Et on a évangélisé un petit peu, on a eu plus de 2000 inscrits sur notre plateforme et on a généré toute une communauté d'apprentissage autour du télétravail, autour des webinaires, autour des podcasts, autour des lives, autour des outils de l'apprentissage à distance. Donc, ça nous a permis d'avoir un angle, on va dire, éditorial assez intéressant pour nos produits. Ça nous a fait une communauté assez intéressante pour nos produits et services. Et ça nous a permis aussi d'établir permanent avec nos prospects, avec nos partenaires, dans une démarche de learning et de co-learning. Donc, cela nous a permis de rester sur une période très, très difficile. Ça nous a permis aussi de lancer de nouveaux produits de produits et services. Ça nous a permis de nous inscrire dans un PCA, dans un plan de conduite d'activité et dans un plan de reprise et subir, on va dire, le moins possible conséquences de la crise sanitaire et de s'accrocher un petit peu au marché qui était à cette époque-là très, très, très difficile. Donc, un retour, somme toute, positif de cette expérience de webinaring. Là, on est vraiment sur les aspects positifs. Je pense qu'on va s'étaler un petit peu sur l'aspect négatif dans le deuxième round, n'est-ce pas, Madame Soudi? Donc, là, vraiment, on est sur la dynamique, on est vraiment sur le côté positif et le retour positif. En conclusion, je pourrais dire que c'était une expérience apprenante, cette expérience de la Covid-19, cette expérience de l'apprentissage à distance, cette expérience des webinars. Et puis, voilà, donc on se dirige vers une forme plus ou moins hybride de l'apprentissage, on se dirige vers une persistance du distanciel, un retour peut-être du présentiel, mais cette crise-là nous a marqué à jamais, nous a appris beaucoup de choses et nous a permis de s'inscrire dans l'efficience aussi, dans la frugalité, puisqu'on est vraiment frugaux et résilients. On a beaucoup appris et puis on apprendra toujours. Très bien. Merci beaucoup, professeur Mounkachi, pour votre intervention. Une nouvelle intelligence sociale, donc avec des conséquences durables. Donc, beaucoup de changements à votre niveau, parce que, comme vous avez cité, vous avez joué plutôt la carte de l'évangélisme et vous avez initié beaucoup de personnes à cette conduite du changement, parce que faire du télétravail, du e-learning, tout simplement, au début, beaucoup de personnes ne savaient pas comment le faire. Et donc, ce qui vous a permis d'avoir un angle éditorial qui est assez intéressant et un plan de continuité d'activité. Donc, une expérience très apprenante de l'efficience, de la frugalité, comme a dit Navia Radjour. Donc, faire le mieux qu'on peut avec le moins qu'on a. Et ça, c'est une excellente innovation en soi. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Je passe à professeur Bourkhtab. Je me suis permise de vous présenter au début. Vous n'étiez pas encore connecté. Donc, vous êtes le bienvenu. Donc, professeur Bourkhtab, pour vous, vous avez déjà intégré beaucoup d'aspects de l'innovation pédagogique, notamment à travers la classe inversée, Flip Classroom, que vous avez déjà expérimenté beaucoup de concepts avec vos étudiants. Et oups, la pandémie est là. Et là, vos concepts, ils sont rayonnants, flamboyants et que vous reprenez justement votre cours avec beaucoup de joie en tout cas. Pouvez-vous partager votre expérience avec nous? Oui, bien sûr.
Merci pour l'invitation. Effectivement, ça fait plaisir, pas la pandémie qui fait plaisir, mais ça fait plaisir de voir tous ces side effects qui sont positifs. Donc, oui, je partage donc avec vous la petite histoire. Je vais essayer de faire court, mais quand même, c'est plusieurs années. Donc, ça a commencé en 2012 où j'ai été recruté par un grand monsieur, Amin Ben Saïd, qui était président de l'université Moundiapolis, qui aujourd'hui est président de l'université Al-Akhawaïn. Donc, il m'avait donné comme tâche, j'étais DSI, donc je rapportais à M. Ben Saïd, ma tâche était la digitalisation, la transformation digitale, dont le e-learning de l'université. Donc, on a tout de suite commencé le projet avec des réflexions avec les profs, des réflexions avec le comité directeur de l'université. Et on a lancé un certain nombre de projets, la mise en place de plateformes de e-learning, Moodle, Google Classroom. On a fait plusieurs essais, plusieurs petits projets avec des comités pour voir ce que ça donne. On était en train de tâtonner, voir quelles seraient les réactions des profs, des étudiants, de leurs parents par rapport à ces expériences. Et il faut dire, je peux aussi ajouter que il ne s'agissait pas uniquement, ce qui je pense était intéressant et un point extrêmement important dans tout ce projet-là, c'était que ce n'était pas juste pour le fun, ce n'était pas juste pour essayer des choses, c'était parce qu'on en avait un intérêt. C'était une université, c'est une université privée, et donc on voudrait être dans l'enseignement, dans l'e-learning, avant la concurrence, parce que finalement, je sais qu'au milieu universitaire, on n'aime pas parler du business de l'éducation, mais la réalité est que ça l'est dans un sens. Donc, on voulait être dans le e-learning avant les autres. C'était primordial pour nous, un projet stratégique. Donc, on a commencé ce projet et avec la mise en place de toutes ces plateformes, de tous ces essais avec certains profs, on n'arrivait toujours pas à décoller, ça ne prenait pas. Les raisons sont diverses et je ne vais pas m'attarder sur ces raisons-là, mais je vais plutôt aller fast forward vers mon expérience personnelle. À un certain moment, quand on s'est dit non, ça ne marche pas vraiment, je me suis dit avec le président, je vais essayer quelque chose, puisque j'étais DSI et je donnais des cours, je vais essayer des choses dans mes cours. Et à travers les recherches, j'ai trouvé que le Flipped Classroom, c'était ce qui me parle. Donc, Flipped Classroom, c'est un choix personnel. Et je me suis dit avec le président de l'université, très bien, on va lancer. Est-ce que vous m'autorisez à transformer tout mon cours en Flipped Classroom? Il m'a dit, vas-y. Donc, l'année d'après, en 2014, j'ai commencé le premier essai. Donc, mon cours, j'ai essayé de produire du contenu et de trouver du contenu. Et pour faire du Flipped Classroom, si parmi l'audience, on n'a pas jamais entendu le terme, c'est tout simplement classe inversée, c'est-à-dire que au lieu de donner le cours en classe et ensuite donner aux étudiants des exercices à faire chez eux, on fait l'inverse. On donne le cours aux étudiants à voir chez eux et ensuite on vient en classe pour faire des exercices. Donc, cela veut dire qu'il faut du contenu. Le cours doit être enregistré, doit être disponible en ligne pour que les étudiants le visualisent en classe, chez eux, avant d'arriver en classe. Et donc, on a essayé de trouver du contenu déjà prêt et produire du contenu. On a commencé à produire du contenu. On a produit une première capsule qui nous a coûté, je pense, c'était quelques minutes, ça nous a coûté dans les 8 000, 10 000 dirhams, enregistrement avec des animations. C'était fun à faire, j'aurais bien aimé continuer cette expérience, mais on l'a arrêté. Pourquoi? On a vu que tout ce qu'on pouvait faire n'arrivait pas à la cheville de la qualité du contenu qui existait déjà en ligne. Donc, la question qu'on se posait, c'est pourquoi continuer à produire notre propre contenu si le contenu est déjà disponible
gratuitement, sans aucun problème de licence d'utilisation. Allez-y, du contenu de très bonne qualité. Si on peut investir autant qu'on peut, ça n'arrivera pas à la qualité de ce que les Américains, par exemple, investissent dans leur contenu. Mes cours étaient en anglais. La qualité est là, donc le contenu est disponible. Ça, je pense que c'est la première leçon à tirer de cette expérience-là, c'est que le contenu est disponible, prêt à utiliser, il faut juste aller le chercher, il faut juste l'utiliser, avoir le courage de dire, voilà, c'est ici, donc on choisit un contenu et on fonce. Donc, on a arrêté l'expérience pour créer notre propre contenu et on s'est retourné vers le contenu qui était disponible sur les plateformes en ligne. Avec les étudiants, l'expérience était extrêmement réussie, je pense. Enfin, c'est l'évaluation des étudiants en fin de cours qui disait ça, ce n'est pas juste mon expérience. Et mon ressenti aussi, c'est que les étudiants adorent ce genre ce genre de pédagogie, la pédagogie de classe inversée, pour la simple raison, c'est que un cours boring, c'est ennuyant. Le terme qu'utilisent mes étudiants, je décroche, au bout d'un moment, je décroche. Je parle, quand je les assomme avec un monologue, ils n'aiment pas ça. Par contre, quand on rentre et qu'on commence à travailler sur des projets, ils commencent à travailler sur des groupes dès le début du cours. Dès qu'on rentre, vous vous mettez en groupe, je veux avoir sur votre projet l'application de tel et tel et tel concept. Monsieur, je ne sais pas de quoi il s'agit, regardez votre vidéo, regardez avec les autres membres du groupe qui ont vu la vidéo. Donc, dès le début du cours, on commence à appliquer des concepts, à faire de la pratique en classe. Tous les groupes présentent leurs travaux et on discute. L'idée, c'est de donner du feedback, pas uniquement d'appliquer un concept, mais que tout le monde donne son avis sur ce qu'a fait l'autre groupe. Cette pratique a beaucoup plu aux étudiants, donc l'expérience ne s'est pas arrêtée depuis. À chaque fois où j'ai l'autorisation de l'école où j'interviens, ma classe est plutôt en mode inversé, où je donne le cours à voir chez soi avant de venir en classe. Donc voilà, pour l'histoire, c'est ça. Pour tirer quelques leçons de cette histoire, je dirais que pour que l'e-learning décolle, il nous faut deux éléments, deux catégories d'éléments, des moyens et des mentalités, les personnes. Donc, les moyens, il nous faut d'abord du contenu. Et le contenu, ce que je prêche ici, c'est que si le contenu est disponible en ligne, arrêtons d'essayer de produire notre propre contenu parce que on a beaucoup de choses à faire à part produire le contenu. Donc, si le contenu est disponible, allons le chercher, utilisons-le, ou bien essayons de fédérer la production de contenu. Parce que c'est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de ressources. Donc, si c'est fédéré au niveau national, soit si c'est fédéré au niveau d'une université, bon, c'est moins bien, mais c'est bien aussi. Que chaque prof le fasse par lui-même, je pense que c'est une approche qui rend tout le processus extrêmement difficile. Si on peut juste aller prendre le contenu qui est déjà disponible, que ce soit fait dans d'autres pays ou au niveau national, ça, c'est la manière à suivre selon moi. Les autres moyens, je pense que je ne vous apprends rien. Il nous faut bien sûr de la bande passante pour tout le monde, pour que ce soit inclusif. On ne peut pas demander à des étudiants d'aller voir le cours chez eux et de venir le pratiquer en classe si
pas tout le monde a de la bande passante chez lui. Donc, c'est un prérequis. Et j'ai entendu, donc vous en avez parlé, donc j'ai rien à ajouter à propos de ça. Ensuite, il y a les mécanismes d'encadrement. Il faudrait que les écoles, les universités intègrent ces manières-là dans leur processus pédagogique, c'est-à-dire que on donne les moyens aux profs via le contenu, via plein de choses, et l'encouragement pour adopter des méthodes nouvelles. Maintenant, je passe aux mentalités. Il y a le prof, l'étudiant, le parent, l'institution, le gouvernement, tous ces intervenants ont un certain shift dans les mentalités à faire. Je parlerai uniquement de shift de mentalité du prof. Je parle de moi-même. Le prof a son rôle dans la classe change complètement avec e-learning, au moins avec la classe inversée. On passe de quelqu'un qui détient le savoir et qui transmet le savoir à quelqu'un qui va coacher et non pas transmettre le savoir. Cette transition est en train de se faire de toute manière, parce qu'avant, on ne pouvait pas trouver le savoir, sauf dans des écoles ou des universités. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent apprendre peuvent trouver tout ce qu'ils veulent en ligne, partout. Donc, si ce n'est plus l'école et l'université qui détiennent le savoir est disponible, quel est le rôle de l'école et de l'université? C'est d'encadrer, de coacher, donner un sens à ce processus d'assimilation du savoir et aider l'étudiant à le faire dans le bon ordre, dans la bonne manière. Donc, pour résumer un peu ce shift dans le rôle du prof, c'est je ne suis plus là pour donner du savoir, je suis là pour vous coacher. Je suis là pour vous montrer le chemin. Le savoir est là, je ne fais que vous montrer par où passer. Est-ce que ce que vous faites est bon ou pas? Évaluer la manière avec laquelle vous avancez. Et voilà, le chemin est droit devant vous. Bon courage. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur Belkhatab, pour vos suggestions. Donc, c'est parti d'un besoin de différenciation. Au départ, c'était des expériences non abouties pour plusieurs raisons. Et après, le flipped classroom qui a été apprécié était plutôt positif. Maintenant, la création de contenu pour vous n'est pas une fin en soi, puisqu'on peut trouver du contenu qui est disponible et qui est ouvert. Donc là, je me demande aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas à terme avoir une bibliothèque nationale de contenu qui soit accessible par matière, par catégorie? Peut-être cette bibliothèque nationale permettra à tout le monde d'avoir le même accès et de ce fait favorisera les écoles et les universités à cette flipped classroom sans pour autant investir dans des vidéos qui peut-être ne seront pas au niveau des vidéos à l'international. Mais en tout cas, on reste positif et on souhaiterait aussi avoir du contenu national qui soit de très bonne qualité. Donc, vous êtes plutôt dans la discussion et l'interaction au niveau du cours et vous faites attention à deux points importants qui sont les moyens qui sont mis en œuvre, bien évidemment la bande passante et les mentalités. Et là, les mentalités, ça m'interpelle par rapport à l'autonomie des étudiants. Parce que des fois, en flipped classroom, vous avez des étudiants qui sont responsables, autonomes et qui vont effectivement voir le cours chez eux et venir pour la discussion. Et vous avez d'autres qui sont des assistés, qui sont plutôt les X de McGregor,
encore qui sont des assistés et que vous devez justement refaire, ou encore au niveau de l'interaction, ça commence à être délicat versus les autres qui ont déjà vu la vidéo. Et donc, l'autonomie est une condition qui est très importante. Et bien évidemment, vous avez parlé de l'intégration de ces innovations-là dans les process pédagogiques. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a même des scénarisations du cours. Ça veut dire que vous avez 5 minutes de vidéo, vous passez des fois, il y a un scénario qui est écrit et ce scénario, c'est le cours. Je suis tout à fait d'accord avec toi, avec vous, pardon, qu'au-delà d'être un prof, nous devenons aussi des coachs. Et je pense que ça, c'est un besoin pressant et c'est un besoin qui s'est fait davantage sentir avec le digital. Merci beaucoup, professeur Belkhatab. Donc, Merci. nous allons passer à une deuxième partie. Donc, cette première partie était très intéressante parce qu'on a eu des partages d'expériences positives. Donc, la deuxième partie, c'est plutôt une partie recommandation. Donc, aujourd'hui, on a tous touché de près le digital dans l'enseignement. Si vous devez avoir ce regard pour recommander ou pour donner des key factors, des facteurs clés de succès qui peuvent justement aider d'autres personnes à intégrer le digital, bien sûr, des facteurs clés de succès, des fois avec des expériences positives, des expériences non abouties, mais en tout cas des recommandations qui peuvent être positives. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Filali pour partager avec nous son point de vue. Merci beaucoup, merci. Alors aujourd'hui, on parle de l'impact du digital sur l'enseignement en situation de crise. Moi, j'ai envie de dire, on devrait le voir en situation de post-crise. L'idée justement est de se dire quelles seraient les ouvertures qu'on devrait s'accorder, ou bien que l'enseignement devrait prôner pour pouvoir effectivement développer cette proactivité par rapport aux autres changements qui auront lieu. De par mon expérience en enseignement supérieur, je vois déjà que ce soit au niveau corps professoral, que ce soit au niveau des étudiants, il y a déjà ce changement qui commence à s'opérer, à se palper, à se faire perceptible par rapport aux habitudes, par rapport aux nouveaux réflexes, par rapport aux mentalités. Les gens commencent à parler de façon très fluide et très démystifiée de e-learning. On parle de blended learning, on parle de micro-learning, on parle de beaucoup de choses qui ne faisaient pas auparavant partie du jargon habituel. Et là, déjà, on trouve que c'est une avancée de nouvelles choses. Et justement, pour que ceci puisse encore aboutir à une meilleure insertion, une meilleure intégration, et j'ai beaucoup aimé les 5 I de professeur Ahmed Rabbani, effectivement, on devrait aboutir, ou là, je dirais, se projeter vers une inclusion totale de ce jargon-là, une ouverture vers de nouveaux mécanismes qui devraient faire partie intégrante de nouveaux réflexes, de nouveaux procédés en termes d'apprentissage, en termes de procédés didactiques, éducatifs, etc. On parle maintenant, c'est sûr que ce dont on parle aujourd'hui viendra rapidement un jour où ça sera caduc. On parlera, déjà maintenant, on commence à parler de, je dirais, de réalité virtuelle. On parle de digital learning, avec beaucoup plus de moyens avancés, innovatifs. L'idée de se dire maintenant, c'est quoi le mot d'ordre? C'est le fait de pousser encore et d'inscrire davantage cette culture d'apprentissage au niveau des esprits de tous les utilisateurs, aussi bien corps professoral que étudiants, que corps support, que je dirais que tous les acteurs qui font partie, ou là, toutes les parties prenantes, je dirais, de ce secteur vital, à savoir l'enseignement. Et quand on dit encore une fois pousser cette culture de l'apprentissage, cette culture de l'éducation et de la formation, l'idée de se dire, OK, pour pouvoir aboutir à cette meilleure culture beaucoup plus ancrée dans les esprits, dans les pratiques au quotidien, qu'est-ce qu'il y aura à faire? L'idée de se dire, certainement, on a commencé à s'habituer, à s'acclimater avec ces retombées positives du digital, qui sont là rien que pour catalyser de meilleures choses qui viendront à la suite. L'idée de se dire, c'est vrai, c'est fatal, ceci, mais c'est encore, ça serait encore beaucoup plus ancré et encore plus favorable grâce à tout un écosystème à développer autour.
Et quand je parle d'écosystème, là, je fais référence au rôle de l'enseignant, au rôle du formateur, qui ne devrait pas se limiter à un simple transmetteur d'informations. Je fais aussi référence aux nouvelles démarches, nouvelles approches pédagogiques à mettre en place pour pouvoir sortir son épingle du jeu par rapport à toute cette révolution numérique que nous vivons. Je fais aussi référence à l'ensemble des politiques gouvernementales qui devraient être un appui, un fort appui à toutes les nouveautés, à toutes les nouvelles incitations, toutes les conditions qui devraient favoriser ce genre de culture, ce genre de nouvelles, je veux dire, de nouveautés, de conduite, de changement. Et c'est sûr qu'on n'aura pas le temps d'aborder tout ceci dans le détail près, mais là, j'ai envie juste d'insister et de faire un focus sur deux choses particulièrement, le rôle de l'enseignant et les démarches et nouvelles approches pédagogiques qui en matière à ancrer davantage dans l'ensemble des programmes éducatifs. Justement, professeur Belkhtar a bien souligné ceci, l'idée est de travailler sur les mentalités. Maintenant, on devrait avoir des attitudes, un mindset qui prône cette nouvelle façon de faire. Il a évoqué les flip classroom, il a évoqué les méthodes démonstratives qui vont devoir détrôner rapidement les méthodes expositives. On n'aura plus à faire du one-way, c'est terminé, ça devient caduc et dépassé. On est en train de s'ouvrir à une démarche qui est plutôt interactive, une démarche qui va devoir rendre l'enseignant, pas un simple enseignant, mais un enseignant qui accompagne les apprenants dans l'action. Un enseignant qui est plutôt facilitateur. Un enseignant qui est plutôt qui va devoir travailler sur son mindset, ses attitudes et même qui va devoir changer pas mal de comportements. Donc là, on parlera d'un enseignant qui est plutôt un coach, un accompagnateur, un facilitateur. Et du coup, on parlera d'une personne qui va conduire au changement durable au profit des étudiants. L'objectif ultime, de la finalité ultime à rechercher, l'autonomisation des étudiants. Comment les rendre autonomes? Comment leur apprendre à apprendre? Comment leur établir une passerelle, je dirais, un lien fluide entre les connaissances et les compétences qu'ils devraient mettre en pratique dans leur quotidien. Et justement, quand on parle du rôle de l'enseignant, on ne pourrait pas en parler sans pour autant évoquer l'ensemble des approches innovantes qui devraient être insérées dans tous les programmes d'enseignement, de formation et d'apprentissage. Et là, je ferai référence juste quelques petits exemples d'approches, je dirais, qui s'insèrent dans la démarche éducative 3.0, voire 4.0 aujourd'hui. Je citerai la méthode APC, l'approche par les compétences. L'idée est que maintenant qu'on puisse dire, ou apprendre plutôt aux étudiants, comment transformer les connaissances en compétences. L'accent ne sera pas mis uniquement sur les connaissances, mais les projecteurs vont zoomer le côté, je dirais, polissage de compétences. Comment mettre en exergue les compétences et comment amener chaque personne, chaque étudiant dans l'autonomie à acquérir ces compétences-là. Et du coup, avec ceci, on pourra très bien, j'ai envie de dire, de matcher entre la réalité du marché de l'emploi et les vrais, je dirais, contenus ou inputs en matière d'éducation. En plus, la méthode APC, qui est une méthode canadienne et qui est en train de monter en puissance au fur et à mesure, c'est aussi notre méthode SVA. Le S pour ce que je sais faire, le V pour ce que je veux avoir et le A pour qui reste à acquérir. Et justement, cette méthode SVA est là pour instaurer dans le mindset de l'étudiant de façon automatique, répétitive et inclusive, à chaque fois qu'il y aura un flip classroom,
à chaque fois qu'il y aura un apprentissage numérique, il y aura un e-learning ou n'importe quelle méthode d'apprentissage digital, l'idée est qu'il se pose lui-même la question pour qu'il puisse déjà se positionner par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ce qu'il a comme acquis et à ce qu'il voudrait avoir comme nouvelles autres connaissances et compétences surtout, et aussi à ce qu'il se dise, OK, maintenant, vers quoi je vais me projeter et quel est l'aboutissement auquel j'aspire. Et justement, et là, je vais peut-être conclure avec ceci, on dit que le challenge est de pousser la culture d'apprentissage. Et là, je vais peut-être faire un petit jeu de mots. La connaissance, c'est la connaissance. Et quand on parle d'autonomie, effectivement, l'idée est d'instaurer et d'appuyer cette connaissance de l'apprenant. Quand on parle aussi d'avenir pour les apprenants, c'est aussi ce avenir. Et du coup, les apprenants devraient être dans une mentalité où eux-mêmes, ils construisent, ils façonnent à leur guise, à leur, je dirais, à l'image de leurs aspirations et de leurs projections futures, leur avenir, grâce à une méthodologie qui est une didactique qui sera intégrée dans les mœurs, dans les pratiques au quotidien, et par laquelle on ne va pas, encore une fois, je vais faire un petit jeu de mots, on ne va pas joindre l'utile à l'agréable, mais on va joindre l'utile par l'agréable. Et ceci, on le voit à travers les nouvelles méthodes d'apprentissage. Maintenant, on voit du gaming. Maintenant, les méthodes didactiques les plus, je dirais, percutantes, c'est elles qui utilisent le gaming. Là, vous avez évoqué Madame Soudi tout à l'heure, Serious Games. Et effectivement, c'est une méthode qui est très percutante, très efficace, et ça permet à l'étudiant de ne pas sentir le poids de ce qu'on appelle, ce qui appelle l'apprentissage ou le recueil de l'information. Il est en train d'avoir du plaisir, et c'est ce plaisir-là qui va lui procurer un apprentissage. Même en termes de motivation, même en termes, je dirais, d'attractivité de la chose, elle aura un meilleur attrait, c'est sûr. Il y aura une meilleure appétence qui sera manifestée par l'étudiant en faveur de ce qu'on lui donne comme e-learning, comme apprentissage, comme de façon générale. Et justement, pour que je puisse conclure sur ceci, là, je ferai référence à un grand concept qui n'est pas du tout des moindres, c'est la taxonomie de Bloom. Quand on évoque la taxonomie de Bloom, on est dans une courbe d'apprentissage qui est extrêmement importante. L'idée, c'est qu'à date d'aujourd'hui, l'idée est de ne pas rester à mi-chemin dans cette courbe, dans cette élévation vers l'apprentissage. La taxonomie de Bloom, elle commence par le socle, le plus fondamental et indispensable, qui est le fait de connaître. L'apprenant, par l'information qu'il lui est donnée, dans un premier stade de connaissance. Le second ne serait pas la connaissance, mais serait la compréhension. Il comprend les choses qui lui ont été administrées. Et par la suite, le challenge jusqu'à aujourd'hui est de pouvoir pousser cet apprenant à mettre en pratique, à pratiquer justement ceci dans le domaine, surtout de la vie active. Déjà, l'explorer dans son apprentissage, et puis en crescendo, le mettre en pratique de façon beaucoup plus ancrée, beaucoup plus perceptible et palpable dans la vie active. L'idée est de ne pas s'arrêter à ce mi-chemin. Là, on est à peine à moitié de la courbe, ou bien de la taxonomie de Bloom. L'idée est de pousser encore les choses dans cette culture d'apprentissage et de pousser cette courbe encore dans cette élévation à l'extrême. Et du coup, c'est quoi le vrai défi finalement quand on est en train de cibler l'autonomie et de se dire, on ne va pas se limiter à la pratique, mais on va encore pousser les horizons. On va encore challenger l'étudiant. C'est vrai, l'agréable, il est là. Le digital, il est là pour favoriser ce que j'appelle à l'utile par l'agréable, mais comment? En poussant à travers cette autonomisation évolutive et progressive à analyser, justement à faire ces comparatifs, à avoir ce regard critique, à prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'on obtient comme information. Et là, on sera dans la proactivité, on sera dans la pensée critique. Et avec ce côté analyse, on va encore s'élever à un cran supérieur, celui de la critique. Ce regard critique, il va pousser à se dire où est le bon, où est le moins bon.
je dirais, le bon et l'ennemi du bien. Je dirais le bien et l'ennemi du bien, pardon. L'idée de se dire, OK, à chaque fois, je me challenge dans l'autonomie, dans l'agréable, dans le plaisir, avec toute l'information que j'ai, je me challenge au fur et à mesure. Je passe à l'analyse, je passe à l'évaluation, à la critique. Et qu'est-ce qui vient après la critique? C'est la création. Et ça, je dirais, c'est le cas extrême de cette courbe d'apprentissage, de cette taxonomie de Bloom qui se retrouve à son apogée quand on est arrivé à la création. Et cette création-là, c'est effectivement la connaissance. Et ça, c'est je dirais, la vraie signification qu'on devrait adosser à l'apprentissage, à l'enseignement. Et la création, c'est ça, en fait, avec ceci, qu'on devrait perpétuer, j'ai envie de dire, cette courbe d'apprentissage, cette culture d'apprentissage. Et c'est avec ceci qu'on devrait perpétuer aussi la dynamique d'amélioration continue, d'ouverture vers de nouveaux horizons. Et avec ceci, effectivement, on pourrait être mieux prémunis contre les éventuels changements qui auront lieu dans le futur. Maintenant, on parle de transformation digitale ou numérique, on parle de crise sanitaire, mais c'est sûr que dorénavant, il y aura autre chose, certainement. Non, la seule chose qui est stable, c'est le changement. Et du coup, si on n'est pas bien prémuni, bien préparé, si on n'a pas cette posture proactive, cette posture, je dirais, avant-gardiste avec toute cette volonté de s'inscrire dans une élévation, dans une courbe d'évolution positive, on ne pourrait pas être à même de faire face à ces changements. Donc, cette taxonomie de Bloom, ce nouveau procédé d'apprentissage, cette culture, je dirais, ce mindset en ligne avec toutes les transformations digitales ne vont faire que renforcer tout l'écosystème éducatif qui devrait effectivement très bien cohabiter avec tous les impacts digitaux, pas uniquement en crise, mais aussi en post-crise. Merci beaucoup, Madame Filali, pour votre intervention qui était positive pour la post-crise. Donc, effectivement, ce sont des habitudes qui sont ancrées aujourd'hui et auxquelles, finalement, les étudiants et tout l'enseignement s'est acclimaté. Donc, un point très important qui est un point de souligner l'importance pour l'étudiant d'être autonome pour acquérir des compétences, ça veut dire c'est lui qui va voir quel est son décalage par rapport aux besoins et essayer de se mettre à niveau. Et un deuxième point qui est très important, c'est l'évolution des politiques gouvernementales. Parce qu'aujourd'hui, si nous passons à une formation en ligne, à une possibilité d'avoir des certifications justement à distance, est-ce que ces certifications ont la même valeur? Est-ce que demain, nous allons parler d'un hybride naturel? Est-ce qu'on pourrait envisager la possibilité qu'un étudiant qui n'ait pas les possibilités de partir sur les bancs de l'école puisse demain aussi être un diplômé? Parmi les questions que j'ai pu recueillir, une question pour dire quoi faire pour inclure les élèves et les étudiants qui n'ont pas les moyens d'accéder à Internet. Et ça, c'est un appel justement aux opérateurs télécoms qui aujourd'hui, effectivement, c'est la facture de l'Internet, elle reste quand même assez, par rapport aux revenus marocains, elle reste assez chère. Nous faisons un appel à chaque fois qu'il y a une conférence, justement pour revoir la facture et revoir la possibilité d'inclure ces personnes pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ce digital. Et comme a dit monsieur professeur Belkhatab, en fait, c'est un must-have, c'est un basique. Très bien, sans plus tarder, je passe la parole à professeur Erbani. Professeur Erbani qui va maintenant nous donner ses recommandations par rapport à ce qui a déjà été fait à l'université Hassan II. Bien, merci Madame Soudi. Donc, je partage encore une fois avec vous mon écran pour présenter un peu ce qui a été fait au niveau de l'université. Je ne sais pas si vous recevez mon écran correctement. Très bien. Donc, voilà. Je vais revenir sur quelques notions d'abord. Il est un peu pixelisé. Je ne sais pas si c'est seulement le cas pour moi ou pour les autres aussi. Moi, j'ai un téléphone de retour sur lequel je comprends ce que je suis en train de dire. Et voilà, donc c'est bon, vous recevez correctement l'écran? Ça va.
Allez-y. Donc, lorsqu'on parle justement de l'enseignement, bien de l'ingénierie de la formation en ligne, on parle surtout de 3 unités essentielles, à savoir l'unité du lieu. Est-ce qu'on est en train de faire de l'enseignement numérique à distance ou bien en présentiel? Parce qu'on peut faire du numérique même en présentiel. Et puis on parle d'unité du temps. Est-ce qu'on va le faire en mode synchrone ou bien en mode asynchrone ou bien en mode hybride, une partie synchrone, une partie asynchrone, ou bien ce qu'on appelle le blended learning. Et puis il y a l'unité d'action. Est-ce que c'est une formation collective sous forme de MOOC destinée à un grand public ou bien c'est une formation individualisée? À ce moment-là, on parle de SPOC. Mais pour pouvoir faire réussir tout ça, il faut des plateformes. Et il faut d'abord ce qu'on appelle les LMS, les Learning Management System. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de Moodle en tant que plateforme, c'est un LMS. Donc, il y a aussi le côté, c'est-à-dire pour faire du synchrone, donc il faut faire de la visioconférence, comme ce qu'on est en train de faire maintenant avec Zoom. Donc, on peut le faire, surtout au niveau de l'université, il faut promouvoir tout ce qui est open source. Donc, les solutions open source, elles sont là. Il suffit de les installer et de les exploiter, mais bien sûr, il faut avoir une infrastructure. Donc, parmi c'est-à-dire la première plateforme utilisée au niveau de notre université, c'est la plateforme Moodle. Et aussi, on a installé maintenant sur notre data center le Big Blue Button comme solution de visioconférence pour le mode synchrone. Et l'accès à cette plateforme, il est gratuit. D'ailleurs, c'est pour répondre à une question qui a été posée sur le chat. Comment inciter les étudiants, ou bien les étudiants surtout qui n'ont pas les moyens, de bénéficier ou bien d'adhérer à ce projet d'enseignement à distance, d'enseignement numérique? Ben, c'est grâce d'abord à la gratuité. Donc, il faut. Nous, on a fait beaucoup de force sur l'ANRT, l'Agence nationale de la réglementation des télécoms, qui a imposé aux 3 opérateurs marocains pour rendre l'accès à nos serveurs via la déclaration des adresses IP de nos serveurs gratuit. Et comme ça, les étudiants peuvent accéder à la plateforme sans rien payer au niveau de leur solde ou bien du flux. Alors, nous avons aussi Jitsi, nous avons aussi Modo, Canvas. Il y a les plateformes Google Meet, enfin Google Suite Éducation, Microsoft Office 365, tout ça, ce sont des plateformes qui sont offertes, qui sont disponibles. Il suffit mais comme j'ai dit, réussir un projet e-learning, ça suppose une plateforme. Il faut avoir une plateforme, ou bien des plateformes. Et donc, parmi les plateformes les plus déployées, c'est Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Donc, c'est un environnement d'apprentissage dynamique orienté objet et modulaire. Donc, mais il faut d'abord la plateforme. Et question du contenu, comme il a dit mon prédécesseur, le contenu. Alors maintenant, question du contenu, c'est vrai, il y a un grand effort à faire. Est-ce qu'on va produire du contenu ou au moins il faut exploiter ce qui existe comme contenu? Moi, je vous donne mon expérience, par exemple. Depuis, je suis un enseignant, un instructeur certifié Cisco. Donc, j'utilise depuis 2004 la plateforme de Cisco, c'est la plateforme Cisco Networking Academy, Netacad. Donc là, je me connecte et c'est là où je donne je prépare mes étudiants ingénieurs, enfin, surtout ingénieurs de l'ENSET. Donc, ils sortent certifiés Cisco dans le domaine des réseaux informatiques, de la cybersécurité aussi. Et donc, je ne vais pas réinventer la roue. Donc, les cours, ils sont là. Là, j'incite, c'est un appel à tous mes collègues enseignants d'adhérer ou bien c'est-à-dire de faire des certifications. Et les plateformes, elles sont là. Je ne sais pas, il y a la plateforme HP, il y a les plateformes IBM, il y a les plateformes Cisco, il y a la plateforme Huawei. Moi, je cite les plateformes que je connais au niveau technologique. Donc là, moi, je crée mes cours et puis voilà. Donc, les étudiants s'inscrivent et puis ils peuvent lancer le cours comme ça. Donc, le cours, il est disponible en ligne. Les travaux pratiques sont disponibles en ligne. Les devoirs, les examens, tout ça est disponible en ligne. Il suffit d'exploiter tout ça. Donc, rien que pour vous montrer, et surtout le fardeau, la corvée pour l'enseignant, c'est beaucoup plus la correction. Donc, il suffit de créer, moi je vous donne un simple exemple, sur la plateforme e-learning de l'université. Donc là, si j'accède à la plateforme e-learning de l'université, bien sûr, chaque étudiant, bien chaque enseignant, il a un compte institutionnel, donc je vais m'authentifier.
automatiquement, je suis reconnu, je suis dirigé vers mon établissement, qui est l'École normale supérieure d'enseignement technique de Mohamedia. Donc là, nous avons les différentes filières d'unité, diplôme universitaire de technologie, les filières d'ingénieurs, les licences professionnelles. Donc là, si j'accède à la filière d'ingénieur, nous avons 6 filières d'ingénieurs. Moi, je suis électronicien de base, donc j'ai préparé mon doctorat dans le domaine du stockage de l'énergie électrique, mais je me suis converti vers tout ce qui est réseau informatique, télécommunications, etc. Et je continue toujours à donner un cours dans le domaine de l'énergie électrique. Donc là, si je pars sur mon cours ici, moi j'interviens sur le semestre 5. Donc ça, c'est une plateforme, ça c'est Moodle que je suis en train de vous présenter. L'enseignant, il n'a qu'à cliquer. Donc là, on ne va pas lui demander d'être un expert dans les plateformes pour pouvoir les exploiter. Donc tout a été programmé. Donc ça, c'est le projet de la mise en place de la plateforme e-learning de l'université Hassan II à accès gratuit. Donc, et ça, c'est très, très important. Donc les étudiants, lorsqu'ils accèdent à cette plateforme, ils ne payent rien. Et donc, lorsque je pars, par exemple, sur le semestre 5, moi, j'interviens sur le stockage et la génération de l'énergie électrique. Donc, il y a 2 éléments de module. Donc, moi, j'anime ce module système de stockage, donc les techniques et les technologies de stockage. Donc, voilà un peu le contenu du cours, le syllabus du cours. Et puis, la liste de présence, je contrôle même la présence de mes étudiants. Voilà les enquêtes de satisfaction. Les étudiants peuvent me dire est-ce qu'ils sont satisfaits ou ils ne sont pas satisfaits. Je peux faire de la visioconférence soit avec Google Meet ou bien avec, surtout lorsque je fais Big Blue Button, donc ce qu'on appelle une plateforme de visioconférence open source. Donc les étudiants, lorsqu'ils accèdent ici à la plateforme de visioconférence Big Blue Button BBB, ben, ils ne payent rien. Imaginez quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui doit assister à un cours, par exemple, d'1 heure ou bien de 2 heures en mode synchrone avec l'enseignant, ben, ça lui coûte. Lorsqu'il n'a pas d'abonnement, lorsqu'il n'a pas accès à un réseau Wi-Fi disponible, eh ben, il paye de son propre data, c'est-à-dire du flux data qu'il charge, qui est chargé 20 dirhams ou 30 dirhams, ça peut être consommé facilement. Alors que là, non, tout ça, l'accès à tout ça, la charge il ne consomme rien. Les opérateurs sont obligés de dire que c'est pourquoi on invite à installer, surtout sur les data centers. Moi, j'ai fait un peu le tour des 2/3 des universités marocaines. J'ai rencontré pas mal, enfin, les présidents des universités, les doyens et tout. On a discuté de la mise en place de ces projets. Et on est en train de penser carrément à aller sur le cloud pour avoir une plateforme nationale dédiée à tout ce qui est e-learning pour les universités marocaines. D'ailleurs, il y a le projet qu'on appelle Maroc Université Numérique, le MUN, Maroc Université Numérique. C'est à l'instar de ce qui se fait en France, à France Université Numérique. Donc là, on essaye de prendre les meilleurs cours réalisés au niveau de quelques établissements, des facultés, des écoles. Et puis, je pense chaque 3 mois, on essaie de faire une sélection des meilleurs cours à l'instar de ce qui se fait en France. Donc ça se fait au niveau du Maroc. Donc, les enseignants, il faut qu'ils soient formés parce qu'il faut bien investir dans la formation des enseignants. Madame la Présidente m'a chargé dernièrement d'assurer la formation sur la plateforme e-learning pour les enseignants, les 2500 enseignants de l'université. On a lancé un appel et puis on a organisé 10 jours de formation successive. Donc, on a créé carrément une plateforme pour l'enseignement, ou bien la formation des enseignants. Donc, c'est cette plateforme-là. Et on a même mis en place un certificat universitaire de pédagogie. Et donc, sur cet espace-là, donc ça s'est passé, vous voyez, du 22. Donc, enfin, il est en cours et ça continue encore. Et donc là, c'était vraiment une réussite parce qu'il fallait prendre soin de l'enseignant. Si l'enseignant n'est pas formé, c'est comme on est en train de... Parce que l'enseignant, comme ça a été dit déjà, il faut qu'il soit un coach. La notion de classe inversée est très, très importante. Et donc, qui dit classe inversée, il faut préparer le contenu pour les étudiants. Et ce contenu, il faut qu'il soit vraiment un contenu interactif. Donc, si je reviens sur le contenu, voilà. Donc, voilà le contenu. Donc, il y a, par exemple, une chaîne YouTube dédiée à mon cours, et il y a le support de cours, il y a plein de ressources. Et l'étudiant, lorsqu'il arrive là, il a l'accès gratuit, il trouve toutes les ressources disponibles. Et surtout la corvée des examens. Moi, j'ai fait mon examen, l'évaluation, voilà, donc l'évaluation, je l'ai fait, et puis en créant ce qu'on appelle la banque des questions, et donc ça me facilite la tâche.
je peux, une fois que l'examen est terminé, j'ai les notes. Et donc, alors, beaucoup d'investissements pour la formation, l'implication de l'assassine. Il y a un autre point important, c'est l'outillage. Quel outil, avec quoi on peut… si je vous donne un simple exemple, là, je vais partager avec vous un appareil qu'on appelle un numériseur. Donc là, vous voyez, c'est juste un appareil qui ne coûte pas cher. D'ailleurs, on a lancé une consultation. On va équiper tous nos enseignants de l'université par ce numériseur. Il permet de scanner. Et donc là, je vais écrire. Vous voyez, je prends un papier. Je peux mettre soit f de x égale l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, etc. Je suis en train d'écrire. Mais maintenant, je veux faire une démonstration à mes étudiants en leur présentant un objet, par exemple, voilà, une caméra 3D smart, etc. Donc, je peux leur montrer un petit détail. Ça peut s'exploiter correctement au niveau de la géologie, au niveau de la médecine, etc. Je peux aussi utiliser ce qu'on appelle une tablette graphique. Alors là, la tablette graphique, si je viens là, voilà, je vais lancer juste PowerPoint et puis je vais lancer un diaporama. Et voilà, donc, attendez, je vais lancer le diaporama. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, vous voyez, donc sur mon diaporama ici, je peux parler de la classe inversée, etc. Je peux commenter. Et après, je viens là pour le stylet. Donc, je vais choisir un stylet. Et puis, je vais commencer à commenter mon cours comme je veux. Donc, excusez-moi. Donc là, là, j'ai la possibilité. Je suis en train de faire. Voilà. Donc, je vais choisir le stylet. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que se passe là? Oh, ma tablette. Voilà, je vais allumer ma tablette et je vais commencer à écrire. Donc, soit f de x, etc., est égal, sigma, de 1, etc. Je peux écrire en arabe, je peux écrire en… Donc, vous voyez, parce que pourquoi on a maintenant tous nos enseignants, d'ailleurs, nous, au niveau de la CEP, on a équipé nos enseignants, tous nos enseignants sans exception, par une tablette graphique, par une tablette ou bien un ordinateur, par ce qu'on appelle un level, ce que j'utilise ici maintenant pour communiquer avec vous. Et tout ça, c'est pour d'abord aider l'enseignant à accomplir sa tâche correctement. Et aussi, il faut qu'il soit formé pour qu'il puisse réussir l'enseignement à distance dans les meilleures conditions. Parce que nous avons vu des enseignants qui sont en train de mettre leur ordinateur portable sur une table en face du tableau, ils commencent à écrire. Parfois, ça n'apparaît pas bien correctement, etc. Donc, voilà un peu quelques techniques et quelques outils qu'on utilise pour essayer. Donc, voilà le numéroseur, c'est un appareil qui ne coûte pas cher. Hein, c'est aux alentours de 1300 dirhams. Cette tablette graphique, ça coûte aux alentours de 1000 dirhams. Et donc, ça aussi, le level que je suis en train d'utiliser avec vous maintenant, ça coûte pas cher. Donc, aux alentours de 300-350 dirhams. Et je reste un peu libre avec une bonne qualité audio, etc. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire à propos de ça et je vous rends la parole et merci. Merci beaucoup, professeur Bani, pour votre partage. Donc, l'accès gratuit à Internet, il est déjà là. On peut répondre justement à la question qui est venue dans la foire dans les questions-réponses. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités parce qu'il y a déjà des accès aux plateformes IT au niveau international et il y a même un projet d'accès aux plateformes nationales pour toutes les universités. Donc, le challenge, c'est de former les formateurs, c'est l'implication des formateurs et l'outillage nécessaire pour qu'ils puissent mener à bien leur mission d'enseigner à travers le digital. Merci beaucoup, professeur Bani, pour votre intervention. Donc, professeur Mounkachi, pouvez-vous partager avec nous quelques recommandations? Oui, merci. Je vais essayer d'être très court, en commençant d'abord par un diagnostic. Donc, des avantages et des inconvénients de par notre expérience du e-learning, de l'apprentissage à distance, de l'intervention à distance et aussi de l'apprentissage nous-mêmes, nous apprenons aussi sur des plateformes. Donc, tout d'abord, le premier avantage que je souhaiterais citer, c'est l'accessibilité
Atawad, anytime, anywhere, any device. Donc ça, c'est un avantage incontestable et incontesté du digital. La disponibilité des contenus, donc on a une prolifération de contenus, je dirais même que ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Mais oui, la disponibilité des contenus qui peuvent être soit produits, soit en curation est un avantage considérable pour apprendre à faible coût. La gamification aussi, connaissant un petit peu les générations montantes, des contenus qui sont interactifs, qui sont gamifiés, sont les bienvenus pour intéresser les générations X, moi je dirais même Y, Z et Alpha. Donc, c'est des avantages du digital et du web, mais ce digital, il regorge aussi d'inconvénients. Alors, le premier inconvénient, c'est la prolifération des contenus. Et une loi économique fondamentale, c'est la loi de la rareté. Donc, plus quelque chose est rare, plus elle a de la valeur. Et je pense qu'en termes d'infobésité, de suralimentation, pas alimentaire, informationnelle, on peut dire qu'aujourd'hui, les contenus, les tutoriaux, pour ne citer que ça, on en trouve même beaucoup. La plupart ne sont pas pertinents et cette prolifération de contenus peut être considérée comme plutôt un inconvénient qu'un avantage. Et parfois, produire ses propres contenus peut être une très bonne chose. Bien sûr, on va participer au bruit, on va participer à l'infobésité, mais parfois, produire les contenus est une bonne stratégie. Le deuxième facteur qui n'est pas des moindres, c'est le désintérêt. Nous avons remarqué en lançant des modules, en lançant des expériences utilisateurs apprenantes sur le web qu'il y a un fort désintérêt des générations montantes par rapport à l'apprentissage à distance. Donc déjà, moi, en intervenant en présentiel, j'avais pas mal de problèmes avec les étudiants, avec cette génération montante, donc des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation. Ben, aujourd'hui, avec le digital, moi je constate qu'il y a beaucoup d'absentéisme, il y a beaucoup de désintérêt, même pendant le cours, il y a beaucoup de dérapages, il y a par ailleurs des activités récréatives pendant les cours, multifenêtrage, ça c'est très important, je le constate chez les petits, mes enfants, chez les petits de la famille qui, en ouvrant un cours sur Classroom ou sur Moodle, ben, ils ouvrent un jeu. Ils ouvrent du Roblox, ils ouvrent des jeux donc, en société ou des jeux en réseau. Ça, c'est très important. Donc, le désintérêt, le manque de concentration, le manque de mémorisation, mais aussi un phénomène qui concerne les petits et les grands, les intervenants et les apprenants, c'est la fatigue. C'est la problématique des écrans. Aujourd'hui, on est exposé à 7 heures d'écran en moyenne. Ça, le chiffre, il vient de tomber. Donc, 7 heures d'écran, c'est beaucoup. C'est même alarmant. Donc, trop d'exposition aux écrans peut être considéré comme un facteur, moi je dirais, comme un grand inconvénient de l'apprentissage, du e-learning. Et puis, voilà. Donc, vous avez cité aussi la fracture numérique. Et je pense qu'un autre intervenant a cité aussi la qualité de la bande passante aussi, parce que même quand on est équipé, on a une bande passante catastrophique, ce qui ne permet pas de suivre les cours, que ce soit, et surtout en mode synchrone, on ne suit pas très bien les cours. Donc, des avantages, des inconvénients, et puis des recommandations. Donc, parmi les recommandations, je reviens à notre ami Navi Radjou et je reviens à cette frugalité qui aujourd'hui peut être appliquée au numérique. Donc, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est vraiment de la frugalité numérique, se contenter de peu pour apprendre beaucoup, se connecter très peu, 2 à 3 heures par jour, et vraiment canaliser son apprentissage, canaliser, contrôler son temps de connexion, aller vers le plus important, vers le plus intéressant, vers le plus urgent, appliquer la matrice d'Eisenhower en tout cas et vraiment aller vers les activités importantes et urgentes plutôt que les activités récréatives. Ça, c'est très important. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas, à éviter complètement si on veut vraiment s'inscrire dans une approche apprenante et une approche efficiente.
Deuxième recommandation, valoriser les contenus. Donc, les contenus, comme j'ai dit, ce sont des contenus qui existent. Il y a tellement de contenus qui émergent de toutes parts dans le monde, dans toutes les langues, qu'on peut trouver au bout du clic. Donc, donner de la valeur au contenu, faire de la curation intelligente, répertorier les liens, répertorier les ressources à forte valeur, utiliser des outils comme Feedly, par exemple. Moi, j'utilise par exemple un outil qui est très intéressant pour faire de la curation, pour faire de la classification de contenu qui s'appelle Feedly. Bon, il est freemium, donc sa partie payante est la plus intéressante, mais la partie gratuite est tout aussi intéressante. Et enfin, il y a beaucoup d'outils, même dans l'open source, il y a beaucoup d'outils et il est très difficile de trouver les bons outils. Donc, aussi bien pour les contenus que pour les outils, choisir les bons outils, ne pas se tromper d'outils parce que quand on se trompe d'outils, on va vraiment perdre beaucoup de temps et c'est très difficile de se reconvertir. Et pour terminer, je reviens vers une citation de Francis Blanche, qui était un humoriste français. Vaut mieux penser le changement que devoir changer le pansement. Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup, professeur Montachi. Une concentration d'idées. Donc, parmi les avantages, l'accessibilité, la disponibilité du contenu, la gamification, la prolifération du contenu qui des fois est positive et des fois ne l'est pas. De ce fait, vous avez proposé la certification des contenus, peut-être même créer des passerelles avec les universités, les écoles pour que les contenus puissent donner des petits crédits ou des possibilités de passer des tests. En fait, essayer de formaliser tout ce qui se passe sur le digital. Donc, vous avez remarqué malheureusement aussi un désintérêt des générations montantes qui, des fois, ils sont un peu entre une fenêtre de formation et une autre fenêtre de jeu, le multifenêtrage, le dérapage, des fois la fatigue, 7 heures par jour, c'est trop, surtout pour des apprenants de jeune âge, en jeune âge. Donc, vous favorisez la frugalité numérique, donc le qualitatif. Donc, le qualitatif avec un maximum de concentration. Donc, la matrice d'Eisenhower, essayer de calibrer entre ce qui est important et ce qui est urgent, valoriser le contenu, la curation intelligente et le fait d'utiliser des outils justement qui nous permettent des fois de nous aider sur le digital parce que c'est un océan, donc un océan bleu, c'est un océan et il faut formaliser, essayer de canaliser notre énergie sur ce qui est le plus important. Merci beaucoup, merci professeur Montachi. Donc, professeur Belkhtab, à vous la parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander? Ouais. Merci. De toutes les recommandations et les avis que j'ai entendus, que j'adopte, je vais en choisir 3. Mm-hmm. 3 recommandations que j'adresse à 3 acteurs différents de cet écosystème. La première, je l'adresse aux acteurs, institutions, gouvernements. Et il s'agit de contenu. Je veux parler de contenu uniquement. Il y a plein d'autres choses, mais je me focalise sur le contenu parce que je pense que c'est le plus important, le plus urgent. Le contenu, malgré qu'il soit disponible en ligne, il y a le problème de la langue. Et le contenu français, arabe, n'est pas disponible du tout. Quand il est disponible, sa qualité est très questionnable, laisse à désirer. Donc, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est ou bien de contribuer en tant que nation au développement du contenu français-arabe, ou bien carrément switcher vers l'anglais. Le pays switch vers l'anglais. Ma préférence personnelle, c'est de switcher vers l'anglais, parce que ce que peut faire tout le Maroc avec tout le monde francophone n'arriverait pas à ce que est déjà disponible aujourd'hui en anglais. Donc, si le switch vers l'anglais est faisable, je ne pense même pas à la faisabilité, je dis juste l'idée. Si c'est faisable, c'est la bonne chose à faire. Ça servirait l'intérêt de l'apprentissage, du savoir, de l'acquisition des compétences par les Marocains. Si ce n'est pas faisable, il faudrait commencer dès maintenant. On est très en retard dans la production de contenu arabe et français. Deuxième message, je l'adresse aux professeurs.
je me l'adresse à moi-même et à mes confrères. Quel que soit le contenu qu'on enseigne, cette vidéo qui enseigne le même contenu, mais en mieux, est probablement déjà disponible en ligne. Si elle ne l'est pas, elle le sera bientôt. Donc, n'attendons pas que notre rôle soit obsolète pour essayer de rattraper le coup. C'est à nous d'aller chercher ce contenu-là qui existe déjà, de l'adopter, de l'intégrer dans notre méthodologie, de l'utiliser et de le complémenter. Mon troisième message, il s'adresse au troisième acteur, je pense, important dans cet écosystème, c'est l'apprenant et le tuteur, et son tuteur. Donc, je m'adresse à l'apprenant et au tuteur. Si ce que vous cherchez, c'est du savoir, sachez que vous n'aurez aucun avantage sur le marché de travail aujourd'hui. Le marché de travail cherche des compétences. Qu'est-ce que vous savez faire et non pas qu'est-ce que vous savez. Si vous rentrez dans un cours et tout ce que vous recevez, c'est uniquement de l'information, vous devez vous sentir lésé. Réclamez votre dû, réclamez des compétences. Poussez les profs et les institutions à vous former, à vous donner des skills et non pas juste de l'information. Les skills, ces compétences, ils sont acquéries de manière différente. Innover dans les approches pédagogiques et non pas juste voici l'information, restituez-la sur une feuille d'examen et puis c'est tout. Si c'est tout ce qui se passe dans votre école, dans votre monde, essayez de vous-même essayer de pousser le changement. Aidez-nous, les apprenants et tuteurs, aidez-nous, profs et institutions, à adopter ce changement. Soyez acteurs dans ce changement et au lieu de subir. Voilà. Merci. Très bien, merci M. Belkhattab. Donc, 3 messages pour 3 populations différentes, donc qui sont les parties prenantes finalement du monde de l'enseignement. Les institutions et les gouvernements, vous implorez pour le manque de capsules et de vidéos et de contenus en français et en arabe. Donc, le deuxième message pour les professeurs, pour les contenus à choisir et à complémenter. Et le troisième message pour les apprenants, pour les pousser plutôt à chercher des compétences qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus favorisante que le savoir dans le monde du travail. Donc, je vous remercie pour vos excellentes interventions. Franchement, j'étais ravie et très contente d'abord de vous connaître et ensuite d'échanger avec vous sur une thématique aussi importante. Je pense que si on devait faire un compte rendu, on aurait un plan d'action et que demain, on aurait beaucoup de choses à faire et beaucoup de travail sur la planche. En tout cas, notre idée, c'était de faire passer des messages et des fois même, comme a dit Silmoun Kachi, de nous entendre parce que nous-mêmes, on apprend à travers ce qu'on entend des autres. Donc, j'ai une question. Donc, on a répondu aux questions un peu au fil de l'eau et j'ai une question qui est assez détaillée que je vais vous lire. Donc, c'est une question de Madame Lamia Ben Brahim qui a dit, d'après le livre du docteur Laurent Alexandre, la guerre des intelligences, l'école d'aujourd'hui est déjà obsolète. L'école de demain est liée au développement de l'intelligence artificielle. Chaque étudiant aura un programme qui est propre à lui, qui sera basé sur son QI et sa capacité à performer dans des domaines où l'intelligence artificielle aura décelé du potentiel. L'école à distance est juste une nouvelle façon d'enseigner, mais ce n'est en réalité que le début d'une nouvelle façon d'enseigner. Donc, toute nouvelle démarche est bien évidemment l'avenir, comme bien sûr ceux cités par nos intervenants. Donc, devons-nous faire aujourd'hui un plus grand saut? Donc, voilà, c'est une question. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire un lien encore plus grand par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, professeur Mounkachi? Oui, donc c'est une question très intéressante, d'autant plus qu'elle s'appuie sur une thèse qui est très contestée, celle du docteur Alexandre, et qui est très extrémiste en faveur de l'intelligence artificielle et d'un saut, on va dire, un saut qualitatif, un saut spectaculaire vers l'avant. Moi, je préconiserais plutôt, comme j'ai préconisé la frugalité, ici, je vais préconiser la prudence. La prudence par rapport à cette guerre d'intelligence, la prudence par
rapport à l'intelligence artificielle qui aussi a beaucoup d'inconvénients et n'a pas que des avantages. Hein, aussi, et je me permets de critiquer le professeur Alexandre qui est intransigeant là-dessus et qui ferait bien de mettre de l'eau dans son vin parce que franchement, l'intelligence humaine, à mon avis, à mon humble avis, où nous devrions jouer la carte de la prudence, du blended learning, la carte moi je dirais du présentiel aussi, la carte de l'échange, la carte du physique. Donc, tout n'est pas que digital, ce monde n'est pas que digital, le digital est important, l'intelligence artificielle a peut-être, je dis bien peut-être, de bons jours devant elle, mais l'intelligence humaine, individuelle et collective, reste très très importante et il faut un petit peu souffler, moi je dirais respirer, ralentir et voir un petit peu les choses nettement mieux, avec lucidité, plutôt que d'être omnibulé par les nouvelles technologies qui ont des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Très bien. Merci beaucoup, professeur Montrachi. De ce fait, vous avez répondu aussi à la question de Madame Amel Mtsouh. D'après vous, est-ce que le digital sera toujours le meilleur choix? Donc oui, le digital, mais beaucoup de prudence. Gardez quand même la dimension humaine. Donc essayez de combiner les deux pour avoir un bon optimum entre le digital et la condition humaine. Très bien. Donc sur ce, nous clôturons cette session. Je vous remercie encore une fois pour vos interventions très pertinentes et très qualitatives. J'espère vous revoir dans d'autres comtés et qu'on puisse échanger et qu'on puisse toujours nous instruire mutuellement. Et je pense que c'est un pas très, très important parce que ça nous permet de rester à la page, de nous redorer un peu le blason et de revenir chez nos étudiants avec toujours ce sourire, cette envie de donner et justement donner à ce beau métier et ce noble métier qui est l'enseignement. Très bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci. Et la conférence, c'est aussi grâce au rôle de l'université qui est le vôtre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers collègues, et espérons vous rencontrer bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah, professeur Elbeni. Merci, au revoir. Merci, salut, au revoir. Très bonne soirée à vous. Merci infiniment à vous tous. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.